Et yo les brokis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de manga et d'anime, mais beaucoup plus de manga et on va parler de manga historique parce que je vais vous donner un petit peu les 4 mangas historiques qu'il faut voir ou lire. Et quand je parle de manga historique, je tiens juste à préciser, je parle également de références historiques. Ça veut dire qu'un manga mais qui n'est pas un manga historique peut contenir des références historiques et ça rentre totalement dans les critères. On va commencer tout simplement par le premier manga qui est tout simplement Rainbow. Rainbow qui est un manga écrit par Abe George et dessiné il me semble par Kakizaki Masazumi ou l'inverse, je sais plus qui est le dessinateur et qui est l'auteur. C'est un seinen prépublié par Big Comic Spirit puis le Young Sunday qui font tous les deux partie de la Shogakukan qui est la maison d'édition et on a actuellement 7 tomes en Ultimate Edition par Kaze, ce qui est relativement pas mal. Mais du coup, de quoi parle Rainbow? Rainbow est une histoire dans laquelle on se situe au Japon d'après-guerre, donc aux alentours de 1950. On va suivre justement l'histoire de 7 adolescents totalement abandonnés de tous, qui sont poussés à la délinquance pour survivre, sauf qu'ils se retrouvent tous les 7 enfermés dans une cellule de la maison de correction de Shio, réputée pour être un modèle de réinsertion, sauf que la réalité leur rattrape très rapidement parce qu'ils s'en rendent très bien vite que c'est un véritable enfer et fait de violence et d'humiliation dans laquelle ils ont été jetés par les institutions du pays totalement en ruine. Pour survivre, ils doivent passer des épreuves totalement insurmontables qu'ils vont rencontrer et ils peuvent compter que sur eux-mêmes en gardant espoir qu'un jour, possiblement, ils puissent vivre beaucoup mieux, une sorte d'arc-en-ciel qui viendrait percer le ciel noir de leur cellule. Du coup, mon avis sur Rainbow, alors c'est une œuvre que j'aime énormément, que j'ai vue en anime, je ne l'ai pas lu pour le coup, mais je pense que je le lirai un jour. Et je trouve que c'est une œuvre hyper touchante parce que déjà on a une réelle vision du milieu carcéral lors de l'après-guerre. Et là c'est pas n'importe quelle après-guerre parce que c'est la Seconde Guerre mondiale. Et on sait tout ce qui s'est passé rien qu'entre les Japonais et les États-Unis. Et malgré que ce soit hyper dur pour les Japonais ou pour n'importe qui, on a une retranscription qui est juste bouleversante, surtout pour des jeunes au final parce que ça reste quand même une maison de redressement. Et le milieu carcéral, que ce soit maison de redressement ou la prison en tant que telle, est assez dur de base. On a aussi la relation entre nos 7 protagonistes qui est juste hyper intéressante à suivre, de total inconnu à total ami. On va suivre leurs aventures et vraiment que ce soit dans les meilleurs moments, dans les moments les plus compliqués, et c'est genre vraiment juste incroyable. Et on a aussi la question de la réinsertion sociale au final qui est évoquée dans le manga, dans le sens où une fois qu'ils sont libres, il faut qu'ils se réinsèrent dans la vie de tous les jours, que ce soit socialement, que ce soit professionnellement, parce que malgré tout, quand tu as fait de la tôle, tu as une réputation de tôlard, donc tu as ta réputation, tu as les habitudes aussi du milieu carcéral. Enfin, exemple tout con, quelqu'un qui a l'habitude de tout le temps se faire ouvrir la porte, va perdre cette habitude, et pour nous c'est anodin parce qu'on ouvre une porte tous les jours, mais pour quelqu'un qui a vécu plusieurs années dans le milieu carcéral, ouvrir une porte, rien que ça, c'est une habitude qu'il doit réapprendre. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes aussi. Vraiment, Rainbow m'a grave marqué et c'est un manga anime que je conseille. Personnellement, comme j'ai dit, j'ai vu l'anime et j'ai tout de suite accroché. L'opening est juste incroyable, les OST sont incroyables, les seiyuu ont fait un taf de fou. En plus, on a un petit peu visuellement un anime qui fait un petit peu années 2000, tu vois, alors que ça date pas du tout l'anime, il me semble, ne date pas du tout des années 2000, mais je trouve ça vraiment juste incroyable, l'environnement, les sentiments que procure cet anime qui m'a marqué, et j'ai rarement été autant bouleversé par un anime que celui-là. On continue ensuite par Kingdom, qui est l'une de mes œuvres préférées, mais du coup Kingdom a été écrit par Ara Yasuhisa et qui est un seinen prépublié par le Young Jump qui appartient à la Shueisha, et on a actuellement 64 volumes disponibles en France chez les éditions Meian et toujours en cours. Mais du coup, de quoi parle Kingdom? Alors là, pour le coup, on se retrouve en Chine à l'époque des royaumes combattants, qui est à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'unification des royaumes chinois par la dynastie Qin en 221 avant Jésus-Christ. On suit du coup l'histoire du jeune Qin qui a pour but de devenir un grand général de Qin, sachant que comme dit précédemment, Qin fait partie des royaumes combattants et va devoir donc faire face à de nombreux conflits, que ce soit externes au pays, mais internes également.
également. Et c'est à travers de Shin qu'on suit aussi l'histoire du coup d'Heisei, le roi de Shin, qui sera connu comme Qin Shi Huang, l'unificateur du pays. Du coup, mon avis sur Kingdom. Alors, Kingdom est une œuvre que j'apprécie énormément, faut le savoir. Mais pour le côté historique, on a vraiment cette retranscription de l'unification de la Chine, parce que c'est le but du manga, du coup, qui est juste incroyable. Et il faut vraiment savoir que c'est tiré d'histoires vraies. On a aussi un impact direct de tous les personnages. Donc, que ce soit les personnages principaux mais secondaires, bah tous ont un impact direct sur le scénario. Et on a également un développement des personnages secondaires qui est juste incroyable. Donc ça veut dire que en fait ce sont pas des personnages secondaires qui sont juste là pour être là. Ils ont eux-mêmes un développement, mais eux-mêmes aussi ont un impact sur le scénario. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est la guerre. Quand un général ennemi ou allié meurt, ça a un impact direct. Et pour le coup, c'est super bien retranscrit et j'adore totalement ça. Pour ceux qui sont fans de Neketsu, alors certes ça reste un seinen, mais j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ce côté Neketsu du dépassement de soi par Shin, qui est super bien en fait, et pas que de Shin. Et vraiment des émotions que me procure ce manga, je suis passé par tous mes états, que ce soit de la tristesse, de la joie, des pleurs, de la mélancolie. Je suis passé par toutes les émotions possibles avec ce manga, et c'est juste incroyable. Mais je trouve que le contexte le plus important et le plus intéressant dans le manga, c'est totalement le contexte géopolitique de Kingdom, dans les moyens qui sont mis pour guerroyer. En soi, il y a déjà le contexte géopolitique entre les 6 états. On sait que 6 états combattants, donc qu'il y a des guerres qui se battent. Et la relation déjà entre les rois, la bureaucratie, machin et tout, c'est juste intéressant. Il y a aussi la guerre, parce que sur les fronts, qui est la guerre qu'on pense directement, qui est super intéressante, la relation entre les soldats, que ce soit alliés, ennemis, les moyens qui sont mis, les armes qui sont mis, qui est juste super intéressant et qui fait directement parallèle aussi à la stratégie, parce que qui dit guerre dit stratégie, mais pour le coup on est face à deux types de stratèges, qui est super intéressant, parce que quand on passe à stratégie, on pense au terrain. Sauf que avant d'une stratégie sur le terrain, il y a une stratégie en amont dans les bureaux internes, qui est juste hyper intéressante. Donc on passe vraiment de toutes les étapes de stratégie. Donc la grosse stratégie de base qui est là pour vraiment manier toutes les troupes, puis de fil en aiguille, selon les institutions entre guillemets et les rôles de chacun, la stratégie va se préciser jusqu'à arriver à une petite unité, que ce soit 5 hommes comme au début de Kingdom, voire dans une unité d'un général, donc plus de 10 000 hommes. Et ça, c'est super intéressant. Et pour terminer, certes, les soldats font la guerre, mais il y a aussi la bureaucratie, donc ceux qui sont là avec le roi, qui vont soutenir le roi, qui vont devoir parfois faire appel à des assassins, parfois faire appel à quelques magouilles. Et au final, que ce soit Qin ou ce soit les autres états, on a un petit peu cet environnement où, malgré tout, on a l'impression qu'on suit les bonnes personnes, mais même dans cet état-là, il y a forcément des gens mauvais. Mais voilà, c'est en plus de ça, les dessins sont juste magnifiques. Pour vous dire à quel point l'auteur est même humble, c'est qu'il trouvait ses dessins moches alors que je les trouve juste incroyables, et il a fait appel à d'autres mangaka pour qu'ils lui donnent quelques tips pour dessiner un manga de meilleure qualité. Donc si le book n'est pas super humble, je ne sais pas ce que c'est. Vous pensez que c'était terminé? Il en reste encore 2, et cette fois on va passer à The Elusive Samurai, qui est un manga aussi que j'apprécie plutôt bien, dont l'auteur est Yusei Matsui. Je pense que vous connaissez ce nom parce que c'est aussi l'auteur de Neuro le mange-mort, ou encore plus connu Assassination Classroom. C'est un shonen prépublié dans le Weekly Shonen Jump, qui appartient également à la Shueisha, et actuellement on a 5 tomes chez Kana, qui est toujours en cours. On se retrouve tout simplement en 1333, chiffre quand même assez rond, à Kamakura, où au terme d'une insurrection, Hojo Takeyuki, jeune garçon dont le destin était d'hériter du shogunat, perd tout, sa famille, sa ville et les partisans de son clan, sauf que, étant le dernier survivant de sa lignée, il devient alors le fugitif le plus cherché de sa région. Heureusement, Takeyuki a un don particulier pour survivre, qui est tout simplement la fuite. Son histoire est celle de l'errance, de la dissimulation et de la reconquête. Ainsi va commencer donc la vie de cette reconquête-là, et ainsi commence surtout la vie de l'insaisissable prince samouraï. Du coup, mon avis sur The Elusive Samurai. On va commencer par quelque chose d'assez simple. Pour ceux qui kiffent l'humour de Neuro le mange-mort ou encore Assassination Classroom, vu que c'est le même auteur, on garde le même humour que j'apprécie plutôt bien. On a aussi un protagoniste assez particulier, parce que pour le coup, il n'a pas une arme comme les autres au final, parce que son arme qui va développer et qui va le permettre de remporter
remporter cette guerre, c'est tout simplement la fuite. Et c'est tellement original en fait qu'on se pose la question de comment est-ce qu'il va réussir à développer ce talent pour la fuite qui va le faire gagner au final. Mais genre réellement, point hyper important, ce sont vraiment les faits historiques qui sont réels, qui sont décrits, qui sont relatés, que je trouve hyper intéressant et bien écrits dans le sens où, bien sûr qu'il doit y avoir des ajouts, bien sûr qu'il y a une part de fiction, mais globalement on a le gros du contexte, on a le gros de ce qui s'est passé et je trouve que c'est tellement bien raconté par les moments hyper sérieux, les moments d'humour, les moments... En fait, c'est pas monotone dans ce qui est raconté que je trouve ça hyper bien. Je trouve aussi que le trait de Yusei Matsui au niveau du dessin rend la chose aussi attractive. Je trouve que son style colle super bien au manga et plus je le lis, plus je prends du plaisir et je pense, je m'avance un petit peu, mais je pense que je préfère ce manga là à Assassination Classroom. Et Noro le Mangement, j'en ai aucune idée, je n'ai pas encore lu, mais si je devais faire un petit top 3 du coup un top 2 de tes mangas de Yusei Matsui que je kiffe, je mettrais facilement The Last Samurai en première position, puis viendrait après Assassination Classroom. Maintenant le manga n'est pas terminé, donc à voir ce que ça donne. On n'a que 5 tomes, donc à voir plus tard vraiment ce que ça va donner, notamment sur la fin. Et on termine enfin par le dernier manga qui est tout simplement Valkyrie Apocalypse. Bon, du coup on a deux scénaristes, Umemura Shinya et Fukue Takomi, mais on a également Aji Shika qui est tout simplement au dessin. Là pour le coup on est sur un seinen de comics Zenon qui fait partie de la maison d'édition Koamix, qui est actuellement toujours en cours avec 14 tomes chez les éditions Kiyun. Valkyrie Apocalypse raconte cette fois que la patience des dieux est au bout. Entre les différentes guerres et les pollutions que les humains ont causées, les dieux n'ont plus l'impression que les hommes évoluent et passent clairement la plupart de leur temps à guerroyer, à foutre la merde sur Terre. Et c'est donc ainsi que les divinités de différentes religions, de différentes mythologies, décident à l'unanimité de déclencher l'apocalypse. Seulement, les Valkyries, guerrières chargées de guider les âmes des morts vers le Valhalla, décident de se rebeller contre ce jugement et Brunhilde, l'une des Valkyries, décide de lancer un défi aux dieux qui est tout simplement les mortels doivent faire face au Ragnarok, qui est tout simplement un affrontement ultime entre 13 divinités et 13 champions de l'humanité. Seuls les plus célèbres héros de notre passé, donc de notre histoire, feront face à ces dieux, mais est-ce qu'ils vont pouvoir battre certains dieux tels que Zeus, Poséidon, Belzébuth ou encore Shiva? Du coup, mon avis pour Valkyrie Apocalypse, j'y suis pas allé super loin dans le manga, j'ai lu que 4 ou 5 tomes, je ne sais plus, mais c'est un manga que j'apprécie beaucoup. Alors déjà pour l'aspect mythologie religieux, on en apprend tellement parce que du coup on a des flashbacks avec des récits, des histoires de certains personnages, par exemple Zeus, Poséidon et d'autres, enfin ce ne sont que des exemples. Et sachant que la mythologie m'intéresse particulièrement, que ce soit la mythologie nordique, égyptienne, gréco-romaine, des mythologies que je trouve super intéressantes et ce qui ont aussi baptisé certaines civilisations actuellement encore. Mais le côté aussi historique parce que ces hommes, ces dieux affrontent des hommes qui ont marqué l'histoire et par lequel aussi on voit un petit peu pourquoi ils ont marqué notre histoire lors des flashbacks toujours. Et je trouve ça toujours hyper intéressant de voir un petit peu de manière du coup imagée, de manière décrite dans un manga certaines personnes, sachant qu'ils viennent de toutes origines différentes, que ce soit Adam pour le côté un peu plus musulman, chrétien, etc., qui est connu de tous, ou encore il y a un samouraï dont je n'ai plus le nom, qui est du coup plus oriental, plus japonais, et ce ne sont pas les seuls, là ce sont deux exemples que j'ai en tête, mais je trouve ça super intéressant. Et pour ceux qui kiffent de la tape, on est servi, on est sur de la tape pure et dure, avec des combats mais incroyables et qui nous mettent sous tension de A à Z. Voilà, on a fini pour les 4 mangas animes qui m'ont plutôt plu dans le contexte de l'histoire ou avec des références totalement historiques. Bien sûr, il y en a beaucoup plus dont j'ai pas pensé tout de suite mais qui sont arrivés plus tard et du coup j'ai pas voulu rajouter pour peut-être faire une autre vidéo. Il y en a d'autres aussi que vous connaissez sûrement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai fait un tournoi des mangas historiques ou avec références historiques sur Instagram. C'était lié, je vous dis, tout est lié généralement. J'en ai parlé vite sur TikTok.
j'en ai parlé un petit peu vite fait sur Twitter, mais voilà, c'est pas pour rien, ça fait des liens de temps en temps, ça peut être sympa. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir de parler manga anime. N'hésitez pas aussi du coup à rejoindre mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Généralement, c'est toujours la même chose, Altiste Brook ou Altiste B pour Twitter. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le manga historique qui vous plaît ou lequel vous a plu des 4. N'hésite pas aussi à rejoindre la Vongola Family en t'abonnant, ça nous fera toujours plaisir. Nous on se retrouve très bientôt. À plus les brookistes.